Dans le crépuscule embrasé de Barcelone, Céline claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens du baril gothique. « Papa! Tu n'es qu'un lâche qui a fui quand maman agonisait, hurla-t-elle. Les larmes brûlantes sur ses joues. Tandis que l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans reculait. Le visage blême. Et dans ce cri primal, elle lâcha enfin la vérité enfouie, « Je suis lesbienne. Et c'est Isabelle qui m'a donné la force de te affronter. » Céline avait grandi dans l'ombre des ruelles étroites de Barcelone, bercée par les échos d'une mère disparue trop tôt. Sa mère, Maria, une Espagnole fière aux racines catalanes, avait élevé seule cette fille aux yeux verts hérités d'un père français absent. Les restes de sa mère n'étaient pas seulement des objets, un collier en or usé, des lettres jaunies, un vieux livre de poésie de Federico Garcia Lorca annoté de sa main, mais des fragments d'une vie brisée par l'abandon. Pierre, le père, avait fui vers Paris quand Maria avait été diagnostiquée d'un cancer, laissant derrière lui une femme mourante et une enfant de 13 ans. « Il reviendra ?» avait murmuré Maria sur son lit d'hôpital. Mais il n'était jamais revenu. Aujourd'hui, à 28 ans, Céline vivait dans un petit appartement surplombant la Rambla, où les touristes affluaient comme des vagues incessantes. Elle travaillait comme professeure de littérature française à l'université. Un choix qui la reliait inconsciemment à ce père fantôme. Ses journées étaient rythmées par les vers de Baudelaire et de Rimbaud, qu'elle enseignait avec une passion qui masquait ses tourments intérieurs. Mais la nuit, les souvenirs la hantaient, l'odeur de l'hôpital, le dernier souffle de sa mère, et cette lettre d'adieu que Maria avait écrite, implorant Pierre de revenir pour leur fille. C'est lors d'une conférence sur la poésie symboliste que Céline avait rencontré Isabelle. Isabelle, une artiste peintre de 30 ans, originaire de Madrid mais installée à Barcelone pour capturer les lumières méditerranéennes sur ses toiles. Avec ses cheveux noirs coupés courts, ses yeux bleus perçants et son sourire espiègle, elle incarnait la liberté que Céline avait toujours enviée. Leur première conversation avait été électrique, « Vos mots sur Rimbaud m'ont touché au cœur », avait dit Isabelle en s'approchant après la conférence. Une tasse de café à la main. Céline, habituée à la solitude, avait rougi, sentant une étincelle qu'elle n'avait jamais connue avec un homme. Les semaines suivantes, leurs rencontres s'étaient multipliées. Des promenades le long de la plage de la Barceloneta, où les vagues murmuraient des secrets, au café caché du quartier Elborn, où elle débattait de l'amour et de l'art. Isabelle peignait des portraits abstraits inspirés de Céline, capturant son essence en tourbillons de vert et de bleu. « Tu es comme une mer agitée, pleine de mystères ?» lui avait chuchoté Isabelle un soir, leurs mains se frôlant pour la première fois. Céline, qui avait toujours réprimé ses sentiments pour les femmes, sentant la pression sociale d'une Espagne encore marquée par son passé conservateur, s'était laissée emporter. Leur premier baiser, sous un ciel étoilé près de la Sagrada Familia, avait été un feu d'artifice de sensations interdites et libératrices. Mais l'ombre du père planait toujours. Céline avait découvert, en triant les affaires de sa mère, une adresse à Paris où Pierre vivait désormais. Obsédée par l'idée de confrontation, elle avait écrit une lettre, puis une autre, sans réponse. Isabelle, sentant la douleur de sa compagne, l'avait encouragée, « Tu mérites des réponses, ma chérie. Allons le chercher ensemble. » Elles avaient pris le train pour Paris, un voyage chargé d'émotions, où Céline avait confié ses peurs les plus profondes. Et si je suis comme lui, une fuyarde dans l'âme? Isabelle l'avait serré dans ses bras, murmurant des mots d'amour en espagnol et en français,
mélangeant les langues comme leur cœur. À Paris, elles avaient traqué Pierre jusqu'à un petit café du Marais. L'homme, vieilli et marqué par les regrets, avait blanchi en voyant Céline. « Ma fille » avait-il balbutié. Mais Céline, portée par la force d'Isabelle, avait déversé des années de rancœur. La confrontation avait été brutale, accusation de lâcheté, révélation sur sa sexualité, et la douleur brute de l'abandon. Pierre avait tenté de s'expliquer une peur panique de la maladie. Un remariage hâtif, mais ses mots sonnaient creux. De retour à Barcelone, Céline se sentait libérée. Mais une nouvelle tempête se profilait. Isabelle, qui avait ses propres démons, une enfance marquée par un père autoritaire, commençait à douter. « Et si notre amour n'est qu'une échappatoire à ta douleur ?» avait-elle demandé un soir, les yeux emplis de larmes. Céline, blessée, avait nié, mais le doute s'insinuait. Leur relation, si passionnée, entrait dans une phase de turbulence, où les caresses se faisaient rares et les silences pesants. Pourtant, au milieu de ce chaos, Céline trouvait du réconfort dans les restes de sa mère. Elle relisait les lettres, imaginant Maria la guidant. « L'amour vrai transcende les peurs », avait écrit Maria dans son journal. Inspirée, Céline décida d'organiser une exposition pour les toiles d'Isabelle. Un geste pour raviver leur flamme. Mais alors que l'événement approchait, un appel inattendu de Pierre changea tout. Il voulait venir pour s'excuser en personne. L'exposition se tenait dans une galerie du quartier Gracia, sous les lumières tamisées qui faisaient danser les couleurs des toiles d'Isabelle. Céline, vêtue d'une robe noire élégante, circulait parmi les invités, un verre de cava à la main. Isabelle, rayonnante dans une tenue rouge vif, expliquait ses œuvres avec passion. Mais ses regards vers Céline étaient chargés d'une tension palpable. « C'est magnifique. » À mort, murmura Céline en l'embrassant sur la joue. Mais Isabelle se raidit légèrement. Pierre arriva discrètement, son costume froissé trahissant le voyage précipité depuis Paris. Céline le repéra immédiatement, son cœur battant la chamade. « Tu es venu ?» dit-elle d'une voix tremblante. Il hocha la tête, les yeux humides. « Je dois réparer ce que j'ai brisé. » Isabelle, observant la scène de loin, sentit une jalousie inattendue monter. Elle avait soutenu Céline dans cette quête. Mais voir cet homme, ce fantôme du passé, réapparaître la déstabilisait. La soirée progressa, et Pierre s'approcha d'Isabelle. « Merci d'avoir pris soin de ma fille, » dit-il avec un accent français marqué. Isabelle, polie mais froide, répondit, « C'est elle qui m'a sauvée. » Plus tard, seule avec Céline dans un coin de la galerie, Isabelle explosa, « Il te manipule. Il revient maintenant ? Après tout ce temps ?» Céline, surprise, défendit son père, « Il essaie. Au moins. Toi, tu doutes de nous depuis des semaines ?» Les mots fusèrent, blessants, révélant des failles profondes. Isabelle, blessée par son propre passé, avoua, « J'ai peur que tu me quittes comme mon père l'a fait avec ma mère. » Le lendemain, la tension culmina. Céline, rongée par le doute, fouilla dans les affaires d'Isabelle et découvrit des messages sur son téléphone, des échanges avec une ex-petite amie, Anna, une sculptrice madrilène. Rien d'explicite, mais assez pour semer le poison de la trahison.
Comment as-tu pu? Cria Céline en confrontant Isabelle dans leur appartement. Isabelle, les larmes aux yeux, expliqua, c'était avant toi. Et maintenant c'est juste une amie. Mais toi, avec ton père, tu oublies notre vie. La dispute escalada en une nuit de cris et de silence, aboutissant à une séparation temporaire. Isabelle partit chez une amie, laissant Céline seule avec ses fantômes. Dans cette solitude, Céline replongea dans les souvenirs de sa mère. Elle visita le cimetière où Maria reposait, sous un olivier centenaire. Assise sur la pierre froide, elle murmura, « Maman, guide-moi. » C'est là qu'elle décida d'écrire une lettre à Pierre, lui pardonnant partiellement, mais affirmant son identité, « Je suis lesbienne, et mon amour pour Isabelle est ma vérité. » Pierre répondit par un appel, confessant ses regrets profonds et révélant une vérité cachée, il avait fui non seulement par peur, mais parce qu'il luttait lui-même avec son orientation, dans une époque moins tolérante. Cette révélation ébranla Céline. Elle comprit que l'abandon n'était pas seulement de la lâcheté, mais un cycle de souffrances non dites. Inspirée, elle contacta Isabelle, proposant une rencontre sur la plage de Sitges, leur lieu préféré. Isabelle accepta, et sous le soleil couchant, elles se retrouvèrent. « Je t'ai trahi en doutant ?» admit Isabelle. « Mais Anna n'est rien comparée à toi. » Céline, émue, répondit, « Et moi? J'ai laissé mon passé nous empoisonner. » Elles s'embrassèrent, un baiser chargé de promesses renouvelées. Mais la route vers la guérison était encore longue. Pierre, apprenant la réconciliation, proposa de venir à Barcelone pour une vraie discussion familiale. Céline hésita. Mais Isabelle l'encouragea, « Affrontons-le ensemble. » La rencontre eut lieu dans un restaurant surplombant la mer. Pierre, vulnérable, partagea son histoire, un mariage forcé par les conventions, une vie de mensonges. « J'ai aimé ta mère, mais pas comme elle le méritait. » Céline, touchée, vit en lui non un monstre, mais un homme brisé. Isabelle, de son côté, trouva un écho à ses propres peurs. Pourtant, une nouvelle trahison surgit. Anna, l'ex d'Isabelle, apparut à l'improviste, affirmant que leurs messages récents étaient plus qu'amicaux. « Isabelle m'a dit qu'elle doutait de vous. » lança-t-elle avec un sourire triomphant. Isabelle nia. Mais les preuves des textos ambigus semèrent le chaos. Céline, dévastée, quitta la table en larmes, se sentant doublement trahie, par son amour et par son passé. La nuit qui suivit fut un tourbillon d'émotions. Céline erra dans les rues de Barcelone, les lumières de la ville floues à travers ses larmes. Elle appela Pierre, qui la rejoignit. Pour la première fois, père et fille parlèrent vraiment, sans masque. « Je t'ai abandonné, et je le regretterai toujours, » dit-il. Céline, épuisée, répondit, « Mais tu es là maintenant. » Cette connexion inattendue lui donna la force de confronter Isabelle. Le lendemain matin, Céline se rendit à l'atelier d'Isabelle, un loft baigné de lumière dans le quartier Poblenou. Isabelle, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, l'accueillit avec appréhension. « Anna ment, » dit-elle immédiatement. « Elle veut me récupérer? Mais c'est toi que j'aime. » Céline, armée de la sagesse naissante de sa conversation avec Pierre, demanda des preuves. Isabelle montra son téléphone.
Expliquant chaque message, des conseils artistiques? Rien de plus. Anna avait manipulé la vérité pour semer la discorde. Soulagée mais encore blessée, Céline embrassa Isabelle avec une ferveur renouvelée. Nous devons être honnêtes? Toujours, murmura-t-elle. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, émergea plus fort. Elles passèrent la journée à peindre ensemble Céline, novice, riant de ses maladresses symbolisant un nouveau départ. Pierre, invité à dîner ce soir-là, observa leur complicité avec un mélange d'envie et de joie. Vous avez ce que je n'ai jamais eu, le courage d'aimer vrai, confia-t-il. Les semaines suivantes furent un tourbillon de guérison. Céline et Isabelle voyagèrent en Andalousie, visitant Grenade et Séville, où les jardins de l'Alhambra inspiraient leurs rêves. Sous les arches mauresques, elles échangèrent des vœux informels, pour toujours, dans la joie et la peine. Pierre, resté à Barcelone, aida Céline à trier les affaires de Maria, révélant des photos oubliées d'une famille heureuse avant la tempête. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Isabelle reçut une offre d'exposition à Madrid, impliquant un séjour prolongé. C'est mon rêve, dit-elle. Mais Céline sentit l'ombre de la séparation. Et si tu rencontres quelqu'un d'autre, demanda-t-elle, ses insécurités ressurgissant. Isabelle, ferme, répondit, toi seule. Pourtant, lors d'une visite à Madrid, Céline surprit Isabelle en conversation intime avec Anna, qui avait suivi l'exposition. Bien que innocent, une discussion sur l'art cela raviva les doutes. La confrontation fut intense. De retour à l'hôtel, Céline accusa Isabelle de duplicité. Tu me trahis encore. Isabelle, frustrée, riposta, c'est toi qui vois des fantômes partout. À cause de ton père. Les mots blessèrent profondément, menant à une rupture apparente. Isabelle resta à Madrid. Céline rentra à Barcelone, le cœur en miettes. Pierre, devenant un pilier inattendu, conseilla Céline, l'amour demande du pardon. Comme je te le demande. Inspirée, Céline écrivit un poème pour Isabelle. Inspiré de Lorca, dans les ombres de l'abandon. Notre lumière persiste. Elle l'envoya, avec une invitation à revenir. Isabelle, touchée, prit le train immédiat. Leurs retrouvailles à la gare de Sens furent épiques, embrassades passionnées. Larmes de joie. Je ne te quitterai jamais, promit Isabelle. Ensemble, elles affrontèrent Anna, qui admit sa manipulation par jalousie. Libérées, elles planifièrent un avenir, un mariage symbolique sur la plage, avec Pierre comme témoin. Le jour venu, sous le soleil de la Costa Brava, Céline et Isabelle échangèrent des anneaux simples. Pierre, ému, prononça un discours, j'ai perdu temps. Mais voir votre amour me redonne espoir. La cérémonie, intime, mélangeait traditions espagnoles et françaises, tapas et vin, poésie et musique. Pourtant, un twist final surgit. Pierre révéla une lettre de Maria, cachée pendant des années. Si tu lis ceci, c'est que tu as pardonné. Aime librement. Ma fille. Céline, en larmes, comprit que sa mère avait anticipé tout. Cette révélation scella leur lien familial renaissant. Dans les mois suivants, Céline publia un recueil de poèmes sur l'amour lesbien et la résilience, dédié à Isabelle et Maria.
Isabelle. Inspirée. Peignit une série sur les thèmes de la trahison et du pardon. Pierre. Resté en Espagne. Reconstruisit sa vie. Aidant des associations LGBT. Expiant ses fautes. Leur vie à Barcelone devint un havre de paix. Céline et Isabelle adoptèrent un chat errant. Symbole de leur union résiliente. Les soirées étaient remplies de rires, de caresses tendres et de discussions profondes sur l'art et la vie. Pierre, intégré progressivement, partageait des dîners où les langues se mêlaient français, espagnol, catalan comme un pont sur les fractures du passé. Mais la vie, imprévisible, testa leur force une dernière fois. Isabelle fut diagnostiquée d'une maladie auto-immune, rappelant cruellement le cancer de Maria. Céline, paniquée, revécut ses traumas. Je ne te quitterai pas, jura-t-elle. Écho à la promesse non tenue de Pierre. Celui-ci, repentant, offrit son soutien financier et émotionnel, prouvant son changement. Les traitements furent épuisants, mais leur amour fleurit dans l'adversité. Céline lisait des poèmes à Isabelle à l'hôpital, leurs mains entrelacées. Tu es ma muse éternelle, murmurait Isabelle, faible mais déterminée. Pierre veillait, apprenant à être présent. La guérison vint lentement, renforçant leur lien. À la fin, sur la même plage où tout avait culminé, elles célébrèrent la rémission. Pierre, vieilli mais serein, confia, j'ai trouvé la rédemption en vous voyant heureuse. Céline, embrassant Isabelle, répondit, et nous? La force en pardonnant. Leur histoire, tissée de drames et de romances, devint une leçon humaniste, l'amour transcende les trahisons, les abandons et les peurs. Dans l'Espagne vibrante, sous influence française subtile, Céline et Isabelle vivaient librement, inspirant d'autres à embrasser leur vérité. Ainsi se clôt cette saga, où les restes d'une mère guidaient une fille vers l'acceptation, l'amour et la confrontation salvatrice. Un récit de cœur brisé et réparé, dans la beauté poignante de la vie.